Tu penses qu'on pourra rejoindre l'abri d'ici combien de temps? Mais ça, j'en sais rien du tout. Hein. Avec la merde qu'il y a dehors, là, ça peut prendre 1 heure, 1 jour, 10 jours. Une fois, je suis resté coincé dans une grotte pendant 10 jours. J'avais dû dresser une chauve-souris pour qu'elle accepte de partager son sang avec moi. On dirait un épisode de Man vs Wild. Hein. En tout cas, si j'ai survécu jusqu'ici, c'est bien grâce à mon imagination, fiston. Prétentieux. Bon, c'est dommage, on a que le caméscope tout pourri, mais ça fait un super décor ici. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, une vieille cabane abandonnée, la forêt lugubre et les bruits étranges, ouais, c'est pas mal comme décor, oui, c'est sûr. Amis survivants, bonjour. Si vous voyez ce programme, c'est que vous avez échappé à la dernière pluie acide. Ou que vous êtes défiguré à vie. Aujourd'hui, nous allons dépoussiérer la notion de fantastique. Wow, ça a l'air fantastique. Bon, déjà très drôle, et surtout, ça t'emmerde pas qu'on prenne Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter pour du fantastique? Bah, parce que c'est pas le cas. Non mais je plaisantais. C'était juste pour donner un prétexte à la chronique. Bon allez. Fini de jouer, on a du boulot. L'esprit humain a toujours eu besoin de catégoriser, d'étiqueter, de distinguer. Avant même notre naissance, on nous colle déjà une étiquette, garçon ou fille. Mais les catégories que nous créons ne vont pas de soi. Elles sont tributaires d'un contexte, de représentation, de catégories d'entendement. Ainsi, dans le domaine de la création, n'importe quelle œuvre se verra attribuée à un courant, un mouvement, un registre, un genre. La catégorie de l'œuvre est ainsi dépendante de son contexte de production, de son ou ses auteurs, et de son contexte de réception, de ceux qui s'en saisissent. Si la plupart des genres sont assez facilement identifiables, action, policier, catastrophe, le fantastique quant à lui résiste à la définition et à la description. Donner une définition du genre et une typologie des œuvres qui relèvent du fantastique est un exercice assez complexe. Souvent, la distinction entre fantastique, merveilleux, étrange, fantaisie, voire même science-fiction porte à confusion. Chez les universitaires, difficile de se mettre d'accord car chaque nouveau travail vient s'entrecroiser, compléter ou même contredire la définition de ce qu'on appelle le fantastique. Accordons-nous sur un désaccord. Dans cette chronique, nous entendrons moins le fantastique comme un genre, mais plutôt comme une catégorie esthétique, un mode de création et de représentation. Mais alors, qu'est-ce qui qualifie une œuvre de fantastique? Si on se pose la question, c'est parce que la réponse ne va bien évidemment pas de soi. On peut toutefois dresser un certain nombre de généralités sur le sujet avant de rentrer dans les détails. Étymologiquement, le terme fantastique vient du latin fantasticus, qui signifie irréel, imaginaire. Hésitation, doute et incertitude sont fondamentaux dans cette catégorie. On peut prendre pour base de notre réflexion la définition suivante. Une œuvre fantastique se caractérise par l'intervention, l'intrusion d'éléments surnaturels dans notre univers de référence, le réel. Et c'est la tension entre l'ordinaire et l'extraordinaire qui crée l'effet fantastique. Tension. C'est le mot, ouais. Monsieur Todorov, dans Introduction à la littérature fantastique, apporte des éléments qui vont permettre, selon lui, de catégoriser une œuvre fantastique. Il va ainsi distinguer 3 catégories: l'étrange, le merveilleux et le fantastique.
Si on suit son raisonnement, lorsque le surnaturel va de soi, qu'on accepte l'inexplicable comme évident, on se situe alors dans le merveilleux. Harry Potter en est un cas emblématique. En revanche, si on est en présence d'éléments surnaturels mais que leur explication nous semble acceptable, on se situe dans l'étrange. Donc selon Todorov, le fantastique, c'est quand on est dans l'entre-deux, qu'on a le choix entre glisser d'une catégorie à l'autre. Le fantastique occupe le temps de cette incertitude. En d'autres termes, c'est cette incertitude qui va déclencher le frisson du fantastique. En jouant sur nos sens et notre perception de la réalité, le fantastique nous amène à nous questionner sur ce que nous voyons, ce que nous entendons, bref, sur ce que nous ressentons. Ce qui s'est passé hier soir, ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Tu l'as dit, la peur. Sherlock Holmes a eu une frayeur. Non, c'était plus que ça, John, c'était du doute. Je me suis mis à douter. J'ai toujours pu me fier à mes sens, à ce que je voyais avec mes yeux jusqu'à hier soir. Tu ne crois tout de même pas que tu as réellement vu un monstre? Non, je n'y crois pas, en effet. Mais je l'ai vu, alors la question c'est comment? Ouais, tu me fais douter là. Comment ça? Ben, si je te suis bien, le fait que tu te retrouves dans ce monde, ça peut être vu comme l'élément surnaturel qui vient perturber mon quotidien. Ouais, mais on n'est pas non plus dans une dimension fantastique. Pour le spectateur de mon époque, ça s'apparente plus à de la science-fiction. Or, pour nous, qui évoluons dans cet univers que nous qualifions comme vraisemblable, on se situe dans le réel. Et c'est précisément le caractère immuable de ce dernier que les auteurs fantastiques questionnent. En ce sens, le fantastique est une forme de subversion. Il revendique une certaine part de mystère de ce monde autre, étranger. À l'époque où dominait le positivisme, Et une réponse à chaque question. bref, que la science affirmait pouvoir tout expliquer, la littérature fantastique est venue relativiser les avancées de la science en rompant avec le sens commun scientifique. Et le fantastique par essence est fragile, incertain, hésitant. Il nous déstabilise, ébranle nos certitudes et se dresse face à une science triomphante. Au cinéma, les films fantastiques sont une façon d'exprimer des émotions cachées, des pulsions refoulées, parfois violentes. La vague de films fantastiques dans les années 30, je pense aux nombreux films d'Universal qui introduisent Dracula, Frankenstein, la momie, le loup-garou, a une part de responsabilité dans la mise en place du code Hays, ou du moins la précipite. En effet, la figure du monstre peut être une façon implicite de critiquer la société de l'époque. Dans La Nuit des Morts Vivants de George Romero, on peut voir les zombies comme la métaphore des victimes des gouvernants politiques de l'époque. De par leur aspect relativement proche de l'humain qu'ils étaient avant de mourir, ils peuvent représenter les soldats sacrifiés dans le bourbier vietnamien, ou encore représenter les dommages collatéraux de la foutue guerre froide. D'autres y voient l'image d'une Amérique qui se reproche le massacre des Amérindiens. Ben, pour ma part, j'y vois plutôt nous, tu vois, les habitants de la surface là, qui peuvent pas se payer le luxe d'avoir des abris anti-atomiques et antibactériens. Attends, tu veux dire que si on reste trop longtemps à l'air libre, on risque de se transformer en mort-vivant? Oula, pire que ça, mais je te rassure, je crois qu'on a à peu près une chance sur deux d'être immunisé. Putain. Vivement qu'on puisse retourner à l'abri. En plus, cette cabane fait vraiment flipper. Maintenant qu'on a déblayé le terrain, revenons sur la question du genre frontière. Si le fantastique concerne plusieurs types d'art, comme le dessin, la photographie, la peinture, la littérature ou encore le cinéma, les frontières de ce genre sont plus ou moins poreuses selon le médium. En littérature, le fantastique est extrêmement codifié, si bien qu'une œuvre fantastique doit remplir un cahier des charges très précis pour être qualifiée comme telle. Todorov expose 3 conditions pour y appartenir. Premièrement, le texte doit obliger le lecteur à considérer le monde des personnages comme un monde de personnes vivantes et à hésiter entre une explication naturelle et une explication surnaturelle des événements évoqués. Deuxièmement, cette hésitation peut être ressentie également par un personnage. Ainsi, le rôle de lecteur est pour ainsi dire confié à un personnage et, dans le même temps, l'hésitation se trouve représentée. Troisièmement, le lecteur doit adopter une certaine attitude à l'égard du texte. Il refusera aussi bien l'interprétation allégorique que l'interprétation poétique. Ainsi, les modalités sont très restreintes. Comme on l'a dit précédemment, si le lecteur se trouve en capacité de trancher, on sort de l'orbite du fantastique. Pour ceux qui auraient l'envie de s'adonner aux doux frissons de l'incertitude, je ne peux que vous conseiller les nouvelles de Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe ou encore Dino Buzzati. Un Français, un Américain, un Italien, c'est le début d'une mauvaise blague. Une blague? Dans les arts visuels, la photographie pourrait en être écartée, dans la mesure où elle capte la réalité à un instant T. Or, l'effet fantastique peut être garanti sans artifice. On le voit par exemple dans les photos nocturnes de Paris de Brassailles. Notre imagination se saisit de l'image fixe, qui peut ainsi créer en nous un climat d'étrangeté.
Le dessin et la peinture sont fantastiques, notamment en représentant un signifié iconique, en mettant en relation des objets hétéroclites, on pense bien évidemment au surréalisme, et même jeter l'ombre de l'incertitude. Le peintre Odile Redon se situerait dans cette perspective. Selon lui, mes dessins inspirent et ne définissent pas. Ils nous placent dans le monde ambigu de l'indéterminé. L'image nous raconte donc une histoire. Elle n'apparaît pas soudainement, mais bouscule notre imagination dans le temps. Libre à nous d'interpréter son œuvre qui suggère et qui montre. Quelle magnifique transition! Non, on fait plus jamais ça. Plus jamais. Ok, on fait plus jamais, c'est promis. Jamais. La suggestion et la monstration sont deux procédés du fantastique. En littérature, l'auteur peut faire planer le doute chez le lecteur en lui suggérant un certain nombre d'indices, mais aussi détailler de longues descriptions qui n'ont parfois rien à envier à un manuel de biologie. Et à présent, faisons un détour par le cinéma, qui revêt un aspect particulièrement éclairant pour cette thématique. Des cinéastes comme Ken Loach, partisan d'un cinéma vérité, s'ancrent dans une réalité qui est un moyen d'exposer une réalité aux spectateurs qui en seraient éloignés. Pour Edgar Morin, il y a carrément une distinction sémantique. Le cinématographe concernerait la représentation fidèle de la réalité, avec notamment le film documentaire et les films réalistes, qui seraient le reflet de la réalité du monde social. Tandis que l'appellation cinéma se référerait à la fiction. Pour autant, dans la mesure où la représentation du réel est le produit de choix intentionnels, tout film est un film de fiction. Le fantastique au cinéma se situe donc dans cet entre-deux, à la frontière du réel et de l'irréel. Et là, nous mettons le doigt sur un problème de taille, qui est celle de la confrontation du cinéma fantastique avec la représentation de l'irréel. Tu me casses les couilles! Les définitions mises en avant par les théoriciens littéraires réduisent l'œuvre fantastique à l'hésitation, comme nous l'avons dit précédemment. À défaut d'hésitation, on pourrait ainsi penser que le cinéma, par sa nature monstrative, ne serait pas en mesure de maintenir le doute, auquel cas, un faible nombre d'œuvres seraient catégorisées de fantastique. Bien au contraire, le fantastique au cinéma est un genre prolifique. Des cours de Méliès, en passant par l'expressionnisme allemand, les grands mythes au début d'Hollywood, les nombreux films de la Hammer, le cinéma d'horreur et d'épouvante, une myriade de films prend pied dans le fantastique. À travers la monstration, la suggestion, voire les deux, le cinéma se réapproprie les codes du genre pour adapter le fantastique à l'écran. Selon Clément Rosset, le cinéma est un art particulièrement efficace pour rendre compte de ce double processus. Il peut suggérer, évoquer cette rupture avec l'ordre quotidien, mais aussi la faire voir, la présenter en tant que réelle, en faire une réalité d'autant plus crédible qu'elle est quasiment vécue par les spectateurs. Heureusement, les armes du cinéaste ne résident pas seulement dans le fait de montrer. Souvent, la suggestion semble plus subtile pour favoriser l'effet fantastique. Jacques Tourneur, dans son film La Féline, joue très bien avec les codes du genre. Le hors-champ s'amuse avec notre imagination, le travail sur les ombres et les lumières appuie ce sentiment d'angoisse, la métamorphose d'Irena n'est jamais clairement montrée, on ne peut ainsi déceler le surnaturel à l'écran, il nous est suggéré. Véritable monument du cinéma fantastique, Jacques Tourneur est d'ailleurs l'inventeur de l'effet-bus. L'effet-bus vise à faire monter la pression chez le spectateur pour ensuite la faire retomber aussitôt en jouant sur des effets visuels et sonores. C'est un effet de style redoutablement efficace dans les films à suspense d'épouvante. Dans le cas de La Féline, Alice, l'assistante d'Oliver, est poursuivie par Irena morte de jalousie. Se sentant menacée, elle accélère vers la droite du cadre pour fuir le danger qui pointe le bout de son nez du côté gauche du cadre. L'angoisse nous gagne et quand la tension est à son paroxysme, un bus fait irruption avec fracas depuis la direction inverse de la menace. Le décalage entre le son et l'image accentue cet effet de surprise. Et c'est un procédé récurrent dans le cinéma d'épouvante. Putain! Vous êtes sourd ou quoi? D'ailleurs, cette série était plutôt prometteuse, hein. Ouais, et j'ai eu tellement de mal à la trouver en entier. Je sais pas pourquoi, mais à partir des années 2010, je retrouve tellement peu de choses. Ouais, et c'est parce qu'en fait, c'était les années de l'apogée du téléchargement ou du streaming. Du coup, les gens se tournaient davantage vers des plateformes légales, la vidéo à la demande, ou y télécharger. Quoi? Bref, continuons. Toujours sur le son, le travail sur la voix, notamment off, est un véritable vecteur de l'effet fantastique. Dans La Maison du Diable de Robert Wise,
La voix off du personnage d'Eleanor exprime ses pensées, et glisse peu à peu dans la folie, et participe à cette oppression, ce sentiment de malaise que nous ressentons tout le long du film. À ce stade, j'aimerais souligner que la peur n'est pas une condition du fantastique. Une œuvre peut appartenir à la catégorie sans susciter la peur du spectateur. La peur peut très bien être absente, ou bien être seulement ressentie par un personnage. L'écueil à éviter, c'est d'avoir une pensée rigide. Le fantastique, c'est quelque chose d'assez flou, d'assez poreux, qui s'invite chez d'autres genres. Et c'est pourquoi on attribue parfois à une œuvre de fantasy ou de science-fiction l'appellation fantastique. En fin de compte, beaucoup de films qui transpirent le fantastique ne laissent pas la place à l'incertitude dans leur dénouement. C'est le cas de l'échelle de Jacob, du sixième sens. Quand le propre d'un genre c'est de ne pas trancher, pourquoi ce type d'œuvre transgresse les conventions établies? J'aurais tendance à dire que la définition de Todorov est trop restreinte. Les auteurs prennent la liberté de briser les règles pour créer des œuvres qu'on peine à étiqueter. Et c'est là toute la magie du fantastique. S'il occupe le temps de l'incertitude, il en vient même à projeter l'ombre de l'incertitude entre les genres. Attribuer un genre à une œuvre, c'est donc dire des choses sur son contenu. Et dans la mesure où le fantastique n'est pas facilement décelable, nous vous invitons, amis survivants, à en dévoiler le moins possible quand vous souhaitez recommander une œuvre fantastique à quelqu'un, sous peine de vous voir sortir les yeux des globes oculaires avec une cuillère rouillée. Je conclurai avec l'avertissement de Clouzot à la fin de son film Les Diaboliques. Ne soyez pas diaboliques, ne détruisez pas l'intérêt que pourraient prendre vos amis à ce film. Ne leur racontez pas ce que vous avez vu, merci pour eux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Ah putain, bordel, je suis con, mais oui, c'est ça qui recommence. Comment ça recommence? Comment ça se fait qu'on est brouillé comme ça, qu'il y a tout qui se brouille? Putain, il peut pas me laisser tranquille. Tu peux m'expliquer? C'est rien, je t'expliquerai une fois qu'on sera à l'abri, je t'expliquerai. Je conclurai avec l'avertissement de Clouzot à la fin de son film Les Diaboliques. Ne soyez pas diaboliques, ne détruisez pas l'intérêt que pourraient prendre vos amis à ce film. Ne leur racontez pas ce que vous avez vu, merci pour eux. Un conseil plus qu'avisé, explorateur. Ne leur racontez pas ce que vous avez vu. Ne racontez rien. Le silence vous gardera, l'ignorance vous sauvera. La connaissance, c'est le pouvoir, et le pouvoir corrompt, inévitablement. Il a corrompu cette terre, il m'a corrompu moi. La connaissance, la culture seront confisquées, et si ces deux-là continuent leur croisade blanche de la sorte, je m'en vais noircir les pages de leur script à l'encre sombre du salut.